Il y a des auteurs qui se contentent de nous raconter des histoires. C'est très correct. Il y a des auteurs qui cherchent à nous transmettre des idées ou à explorer des idées. Il y a des auteurs, enfin, qui sont plutôt en train de nous transmettre un sentiment, d'essayer de nous communiquer une impression qu'ils ont vécu ou qu'ils ont ressenti quelque chose souvent de très profond, puis de difficile à exprimer en quelques mots, là. Puis c'est le cas, je pense, du livre d'aujourd'hui, Pourquoi c'est bon? Un livre bien connu, c'est un classique de la science-fiction. C'est Quantique pour Leibowitz de Walter Miller Jr. C'est paru, je pense, en 1959. C'est un livre qui figure souvent dans les listes de meilleurs livres de science-fiction de tous les temps. C'est souvent considéré un chef-d'œuvre. Est-ce que c'en est un? Je vous dirai ce que j'en pense un peu plus tard. Pour vendre la mèche, je pense que non, mais c'est pas loin. C'est ça. Je pense qu'il y a une partie qui est un chef-d'œuvre. Bon, j'y reviendrai tantôt. Mais, puis ce dont je vais parler, c'est surtout de cette partie-là, en vérité. Voilà, donc, mes Quantiques pour Leibowitz, qu'est-ce que c'est? Déjà, juste mentionner que je l'ai lu dans le cadre du club de lecture de mon ami Guillaume, de la chaîne On Jase SFF, qui est aussi le fondateur et principal administrateur, là, si on veut, de la chaîne, le gars qui s'occupe de la chaîne du sous-Reddit Science-Fiction et Québec. Il y a un club de lecture, et dans le cadre du club de lecture, on a lu Quantique pour Leibowitz. Il y a aussi, Guillaume fait une vidéo qui est très intéressante sur Quantique pour Leibowitz, sur sa chaîne. Je mettrai le lien dans la description. Qu'est-ce que c'est donc, Quantique pour Leibowitz? Ben, c'est ça. C'est un roman qui raconte... c'est un roman post-apocalyptique, fondamentalement, qui raconte comment, après une catastrophe nucléaire mondiale, après une guerre nucléaire mondiale, les bribes de savoir humain qui existent encore, qui n'ont pas été brûlées ou détruites, sont conservées dans un monastère. Puis, ce qui arrive, c'est qu'après en vérité, après la guerre nucléaire, c'est ça, les survivants qui restent, les quelques survivants qui restent, essentiellement, ils ne sont pas très contents, puis ils considèrent que c'est de la faute aux scientifiques, puis par extension, que c'est un peu de la faute à tous les gens plus ou moins cultivés. C'est en vérité, ultimement, il y a comme un mouvement qui se met en place, puis finalement, tout le monde qui sait lire est coupable par association, essentiellement, puis il y a une grande vague là, de destruction de tout le savoir humain. C'est ça qui se produit peu de temps après la guerre nucléaire. Puis voyant ça, il y a un fonctionnaire mineur américain du Bureau des brevets, qui s'appelle Leibowitz, et qui se réfugie dans un monastère après une série de mésaventures, puis qui se met à ramasser les bribes de savoir. Essentiellement, tout ce qu'il y a du texte dessus, il ramasse, puis il cache dans le monastère. Mais tout ça, on l'apprend en lisant le roman au fur et à mesure, parce que le roman commence des centaines et des centaines d'années après cette catastrophe nucléaire-là, cette guerre nucléaire-là. Puis, on se trouve à être dans un monde essentiellement médiéval. Okay? Pas avec des chevaliers, mais avec des moines, puis des bandits de haut chemin, puis des genres de barons, là, mais on les voit jamais, eux autres. C'est bien rare qu'on les voit. C'est surtout ce qu'on suit, c'est les activités, puis c'est les moines de ce fameux monastère, qui est maintenant le monastère de l'ordre de Leibowitz. OK, puis quand le roman commence, l'abbaye et l'abbé de Leibowitz est en négociation, est en train de faire des démarches avec la Nouvelle Rome pour sanctifier Leibowitz, pour éventuellement sanctifier Leibowitz, pour que ce soit Saint Leibowitz.
Donc, c'est ça, rendu là, il est considéré comme un saint, c'est ça, comme une figure religieuse, on va dire catholique, mais j'y reviendrai peut-être tantôt. Je pense que c'est plus subtil que ça, ce que Walter Miller fait réellement avec ça. Mais voilà. Au début, puis je vais finir là-dessus ma présentation, il y a beaucoup de petits morceaux à mettre en place pour qu'on puisse embarquer dans l'histoire, puis après ça, voilà. Le dernier truc, c'est qu'au début de l'histoire, il y a un gars qui veut devenir moine et il est en train de faire une semaine de jeûne dans le désert, près de l'abbaye, mais près dans les ruines d'une ville, c'est ça, américaine, là, dans les ruines de la guerre nucléaire. Puis, pendant qu'il est en train de... C'est ça, il est en train d'essayer de se bâtir un abri en pierre parce qu'il y a des loups, puis il trouve ça bien stressant. Il veut pas se faire manger par les loups la nuit. Donc, il est en train de se bâtir un abri en pierre. Puis là, il y a un vieil ermite qui arrive, puis ils se mettent à parler, mais éventuellement, ils se chicanent pour pas grand-chose. Ils se chicanent, c'est pas très grave, mais l'ermite part, là, puis il dit, tiens, la roche, il te manque une roche là, pour ta cabane, là, puis elle a la roche que tu cherches. Puis il faut qu'elle ait une forme particulière parce qu'il y a une arche, il y a des raisons. Là. Le truc, c'est que il y a une roche, tu sais, Francis cherche une roche qui a une forme spéciale, puis en partant, le vieil ermite dit, t'as la roche que tu cherches en passant, là, elle est là, puis il fait une marque dessus, puis il s'en va. Francis attend quelques instants, 1 heure ou 2, peu importe. Finalement, il va voir la pierre, regarde les symboles étranges, ramasse la pierre, mais en soulevant la pierre, il se rend compte qu'il y a une ouverture en dessous, il y a un trou en dessous, puis dans ce trou-là, il y a un bunker et un abri nucléaire. C'est Fallout Shelter, là, abri anti-radiation, puis il nous décrit comment est-ce que Fallout, la radiation, retombée essentiellement nucléaire, il pense que c'est un démon, là, que c'est un monstre, là, OK? Puis, voilà. Puis, mais il n'ose pas s'aventurer trop, mais il y a une boîte en métal, quelque chose comme ça, puis il ouvre la boîte en métal, puis il y a du texte dedans, puis il se rend compte que ce texte-là, il y a des fortes raisons de croire qu'il a été écrit de la main de Leibowitz lui-même, le patron de son ordre, l'homme qui a sauvé ce qu'il y a de connaissances humaines dans cet univers-là. Puis, c'est relativement célèbre dans le Cantique pour Leibowitz parce que le texte qu'il trouve, c'est... un des textes qu'il trouve, là, écrit à la main, c'est 1 livre de pastrami, boîte de choucroute, 6 bagels, rapporté à Emma. Puis lui, il regarde ça, puis il dit, quelle est l'extraordinaire et profonde signification mystique de cet écrit-là, parce que c'est ça, ils comprennent rien, ils savent rien, ils n'ont aucun point de référence pour rien, ça fait que pour eux autres, un livre de pastrami, là, ça doit être un truc profond et métaphysique. Hein? Bon. Puis tout le ton de la première partie est un peu comme ça. Finalement, c'est ça, Francis, il retourne à son monastère, puis il raconte son aventure avec le vieil ermite, puis tous les moines autour se mettent à raconter que c'est Leibowitz lui-même qui est revenu d'entre les morts pour le guider par un miracle vers, c'est ça, ces reliques précieuses de savoir. Mais l'abbé, puis je vais finir là-dessus, il n'est pas content du tout, lui. Puis parce que l'abbé est justement en négociation avec la Nouvelle-Rome pour sanctifier Leibowitz. Et c'est extrêmement louche qu'il y a un miracle qui se produit pile au moment où il essaie de bien paraître devant Rome. Okay? Parce que c'est pas la première fois qu'il y a un monastère quelque part avec un Saint-Bruno, Saint-Roger Cadorette ou peu importe dans cet univers-là.
Puis que miraculeusement, par une coïncidence formidable, il y a un miracle fabuleux, une apparition mystique, là, juste au moment précis des démarches, où les démarches de canonisation sont sur le bord de réussir. Ben c'est ça, c'est extrêmement louche, pour pas dire, ça paraît arrangé avec le gars des vues, une arnaque. Donc, l'abbé, il sait très bien qu'à Rome, ça va avoir l'air complètement arrangé, puis une mystification, puis une fraude. Donc, il veut faire dire à Francis qu'il a inventé cette histoire d'ermite-là, que l'ermite n'a pas existé, ou au moins que c'était pas les Boïtes. Bon, peu importe. Fait qu'il part avec ça, puis éventuellement, il y a un représentant de la Nouvelle-Rome qui vient, puis cette première partie-là, ben ça se déroule sur pas loin de 20 ans, là, grosso modo. Puis justement, un des aspects de l'histoire, c'est que le fait que le temps passe, puis les saisons passent, puis c'est ça, une année, c'est une autre année, puis dans le monastère, c'est un peu toujours pareil. C'est une énorme partie de ce que la nouvelle est, en fait, du sentiment qu'elle essaie d'exprimer. Puis encore une fois, je prévois y revenir peut-être tantôt, mais gardons ça en tête. Fait qu'en gros, c'est ça, on a notre prémisse, là. Puis c'est ça, finalement, dans les papiers que Francis, notre aspirant moine, a retrouvés, ben il y a des plans. Puis des plans, il y en a plein dans le monastère de Lebowitz, puis évidemment, personne sur Terre à ce moment-là a la moindre idée de ce que ces plans-là représentent. Des plans en particulier, des dessins électroniques, là, avec des transistors, puis des résistances, puis des affaires comme ça. Puis Walter Miller nous décrit ces plans-là, mais il nous décrit ça du point de vue des personnages. Puis pour eux, tout est incompréhensible. Ils voient qu'il y a déjà eu une signification. Ils voient que ça voulait dire quelque chose, mais ils sont incapables de commencer à imaginer qu'est-ce que ça peut bien être. Puis ça, c'est l'autre aspect, un autre des gros aspects de ce que la nouvelle est en train de nous raconter. Parce que le gros truc, puis là-dessus, Walter Miller est vraiment extrêmement, extrêmement fin, c'est de décrire, de montrer, mais avec subtilité et finesse, de te montrer l'écart qui sépare les personnages de ce monde-là du savoir perdu. Puis leur bonne volonté, leur candeur de tous les instants, là, leur désir vraiment profond et sincère, là, carrément spirituel, de retransmettre la connaissance, de la conserver, mais une connaissance qu'ils comprennent pas du tout, puis qui n'est pas certain qu'ils vont jamais comprendre. Donc, c'est ça. Puis, il y a un profond sentiment de désolation là-dedans. Puis, c'est un mélange de douceur, de bonté. Très important dans la première nouvelle, cet aspect-là, je crois. Puis, de bonne volonté, mais aussi de profonde mélancolie, puis c'est ça, de constater, on a tout détruit là-dedans. T'sais. Tout a été détruit, puis nous, on peut mesurer ce qui a été détruit, puis en bonne partie, précisément parce qu'eux ne le mesurent pas. Mais nous, on le voit. Je vais donner juste un exemple, puis après ça, je vais parler de la deuxième, troisième partie, très rapidement, parce que ça change à un moment donné. C'est très bon, la deuxième, troisième partie, mais c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que le livre au complet est un chef-d'œuvre. Mais bon. L'exemple, c'est ça, Francis, il retrouve un plan donc électronique, puis le plan, c'est ce que les anglo-saxons appellent un blueprint. Hein. C'est une copie carbone, en vérité, de ce que je crois comprendre. Là. C'est bleu, mais les lettres sont blanches. Puis lui, il regarde ça, puis ça porte un nom, le diagramme de résistance, de tel truc. Un nom électronique avec bien des abréviations, puis il n'a aucune idée c'est quoi, là. C'est comme...
mais il voit que ça doit être précieux, puis en regardant ce plan-là, il voit qu'il y a l'air d'avoir une sorte de... Il y a plus de pièces en haut là, puis il y a plus de pièces en bas là, il y en a moins là, mais ça forme une sorte d'équilibre. Il me revient en tête rapidement qu'en passant, tu sais, les noms des pièces, là, comme transistor, résistance, tout ça, eux, ils savent pas c'est quoi, ça fait qu'ils appellent ça doohickey, puis c'est genre gogos, patente à gosse, bebelle, puis cossin. Mais la subtilité, c'est qu'ils appellent tout le temps ça comme ça. Il y a comme une tu sais, une gogos, puis une patente à gosse, puis un cossin, c'est toujours, ça désigne toujours le genre d'affaires. C'est genre, s'il y a 3-4 lignes, là, c'est un cossin. Puis voilà, les termes génériques et ignorants sont utilisés avec une sorte de constance. Là, okay? Donc, il y a une science dans leur ignorance. Mais évidemment, c'est plutôt... Il va dire patente à gosse, cossin, doohickey, nanana, puis c'est toujours doohickey, nanana. Ça forme quasiment comme une épithète homérique, là. Ça forme quasiment comme un tout, là, un bloc. Mais c'est pour dire que, c'est ça, ils essaient d'organiser les connaissances, puis ils sont pas capables. Mais lui voit son plan, il voit qu'il a l'air d'avoir une sorte d'ordre, puis il se dit, ah, peut-être que ça représente une métaphore d'un ordre caché, de l'univers. Il doit y avoir une signification là-dedans, Puis, puis finalement... Il obtient la permission de créer une copie de ça à la main, parce que c'est des moines copistes en bonne partie, c'est ça qu'ils font, mais avec des enluminures, puis du papier d'or, puis des dessins d'anges, puis des affaires comme ça, des lettrines, bon. Puis, tu sais, comme les Bibles copiées à la main par les moines, là. Puis il travaille là-dessus pendant au moins 14 ans. Puis... ben, c'est ça. Puis, quand il commence son travail, toute la partie noire, la partie bleue, là, en fait, il a créé... à la place, mettons, d'essayer de trouver une manière d'avoir un papier noir puis de trouver une encre blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il fait, c'est qu'il trace tout en noir, à la main, puis quand il arrive à une lettre, mettons le T de transistor, il trace le contour de la lettre pour la faire apparaître. Okay? Puis ça y prend un bon, grand bout de temps avant de comprendre qu'il est complètement dans les patates, là. Qu'il est en train de perdre son temps pour un détail qui n'a aucune importance, puis qu'il peut très bien, c'est ça, même copier, prendre une feuille blanche, puis tracer les traits à l'encre noire, puis que le contenu va être exactement le même, là, qu'il ne perd rien en faisant une copie... noir sur blanc plutôt que blanc sur noir, mais ça lui prend longtemps avant de comprendre que c'est la même chose, que le contenu est le même. Donc, ils ont vraiment aucune idée là, du contenu qui recopie. Puis, ils parlent latin, mais c'est pas du tout évident là, qu'ils comprennent. C'est évident qu'ils comprennent qu'est-ce que le latin veut dire, mais je pense pas que c'est évident qu'ils comprennent que, par exemple, ça a déjà été catholique. Okay. Dans la deuxième puis la troisième partie, puis chacune de ces parties-là, c'est des nouvelles, en vérité, qui ont été publiées de manière indépendante, puis qui ont été réunies par Walter Miller pour former un roman. Il s'est rendu compte en cours de rédaction de la troisième partie que ça pouvait former un roman en les modifiant légèrement pour les assembler, là. Ce qu'on appelle un fix-up. Mais à la base, c'est 3 histoires différentes qui se passent à plusieurs centaines d'années de distance. Puis c'est ça. Donc, mais je reviens dans un instant. Là, je vais juste finir sur l'idée que, par exemple, c'est ça que ces moines-là, ils parlent de théologie, mais ils ne comprennent pas la théologie dont ils parlent. C'est comme si, comme tout le reste de la connaissance, ils l'ont reconstruite à partir de ce qu'ils imaginaient que ça pouvait vouloir dire en fonction des informations qu'il y avait. Okay? C'est l'impression que ça donne. Puis une des indications, par exemple, c'est que les lettres
les lettres qui sont gravées sur la pierre par le vieil ermite, les caractères, c'est des lettres hébreux, en fait hébraïques. Okay. C'est Lamed et Tsadé. Eux, ils ne savent pas c'est quoi, les moines, ils n'ont aucune idée c'est quoi, puis finalement, ils font venir quelqu'un de... une autorité intellectuelle là, de la Nouvelle-Rome, un gars très brillant, qui, lui, ne savait pas c'était quoi, mais qui l'a demandé à quelqu'un, puis finalement, quelqu'un a identifié que c'était des lettres hébraïques. T'sais. Puis c'est des lettres hébraïques parce que, c'est ça, le vieil ermite est présumément juif. Là. Puis, en vérité, dans la deuxième nouvelle, on découvre que c'est extrêmement probablement le Lazare biblique. Okay. Mais c'est pas important que c'est le Lazare biblique, en vérité. C'est juste important en termes d'ironie. Parce que ben déjà, clairement, on est en présence d'un vrai miracle, là. Le Lazare biblique se promène, il est là, il attend le retour du Christ. C'est ça qu'il fait. Dans la deuxième, troisième partie, c'est clairement, surtout la deuxième, c'est clairement indiqué que c'est ça qu'il fait. Mais il est copain avec l'abbé, encore une fois dans la deuxième partie, puis ça revient jamais sur la conversation, sur le sujet que, oui, j'ai connu personnellement Jésus qui m'a ressuscité d'entre les morts. Vous avez peut-être lu l'anecdote, là, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que les moines citent en latin à la journée longue. Ben, ils font jamais le rapprochement, puis ils font jamais le lien, là. OK? Puis donc, ça implique que le Christ existe, parce qu'il a ressuscité Lazare. Puis il n'y a rien de ça qui est important, parce que, pour eux, c'est ça, leur figure religieuse, ben, en bonne partie, c'est Leibowitz, le fonctionnaire. Puis il y a un petit détail, encore une fois, c'est quand ils prient Jésus, Marie, Joseph, quand ils font leur prière à Jésus, Marie, Joseph, moi, j'ai cru remarquer, j'ai eu l'impression en le lisant que c'est souvent Jésus, Marie, Joseph en une phrase. Okay? Puis dit assez rapidement. Puis ça, c'est un peu le genre de truc... J'ai déjà vu des Américains ou des Anglo-Saxons dire ça, des Américains en particulier. Mais c'est le genre d'affaires qu'ils disent plutôt quand ils se donnent... quand ils se cognent l'orteil après leur sofa, là. C'est plutôt ça, c'est pas une prière en tant que telle, c'est une exclamation, voyez-vous. Puis j'ai eu l'impression en lisant ça que, ouais, ils parlent de Jésus, mais c'est pas clair, encore une fois, qu'ils comprennent que Jésus, Marie et Joseph, cette expression-là, c'est ça, je pense pas qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Ils savent à peu près là, que, ouais, Jésus, Joseph, tout ça, c'est quelque chose c'est des figures religieuses, mais c'est ça, ils font pas la différence entre ce que tu dis quand tu te cognes un orteil puis ce que tu dis devant la... tu sais, quand tu veux te recueillir, n'est-ce pas? Bon, c'est ça. Bon, fait que... Puis il y a des tonnes de détails comme ça. Donc, c'est ça. Puis c'est ça, finalement, cet intellectuel-là reconnaît que c'est des lettres hébraïques. Puis, encore une fois, c'est la langue de l'Ancien Testament. Ben, clairement... ils ne connaissent pas l'Ancien Testament. Ou, même à Rome, okay? Si un des plus grands intellectuels qui est venu à l'abbaye de Nouvelle-Rome pour étudier le dossier de canonisation, ben, si lui ne savait pas c'était quoi des lettres hébraïques, qu'il n'avait jamais vu, ben, c'est ça. Ça veut dire qu'en quelque part, voilà. Donc, il n'y avait pas idée que l'Ancien Testament était écrit en hébreu, par exemple. Bon, voilà. Puis, c'est ça. Puis le Nouveau Testament, il n'est pas été écrit en latin, d'ailleurs. Il est écrit en grec, de mémoire, là. Ça fait que c'est ça. Donc, eux, ils ont la Vulgate. Ils ont la traduction en latin, mais c'est... Voilà, c'est déjà, c'est pas le texte d'origine. Bref, il y a tout ça pour dire que... c'est pas un récit sur la religion, c'est pas un récit sur la foi, c'est pas un récit sur... Il n'y a rien de ça. Puis j'ai entendu beaucoup de commentaires de gens qui voyaient cet aspect-là puis qui étaient gênés par le côté religieux. Puis je comprends ça, je comprends ce sentiment-là, mais c'est pas le livre, précisément. Je pense que dès le début, en fait, nous dit clairement que...
eux sont, c'est ça, ils pensent qu'ils sont religieux, mais ils le sont pas, en fait. Puis, il y a une sorte de paradoxe qui est, pour s'en rendre compte, je pense qu'il faut avoir été élevé jusqu'à un certain point dans un environnement religieux pour voir la différence. Dans une culture où les référents religieux étaient encore compris. C'est ça. Moi, quand j'ai grandi, la religion catholique, c'était pas loin d'être mort au Québec, mais il y avait encore des cours de religion. Puis, c'est ça, Lazare, tout le monde savait c'était qui, là. Tu sais, Zaché dans son arbre. Bon, puis c'est des histoires aujourd'hui, pour beaucoup, beaucoup de gens qui veulent plus rien dire. OK? Bon, puis c'est correct, mais c'est ça, pour les gens, moi, je pense qu'ils ont lu le bouquin, ils comprenaient, je pense qu'ils voyaient assez rapidement que ces moines-là sont pas là pour représenter des moines catholiques, ils sont là pour représenter des gens en habit de moine, mais dans un monde qui ne sait plus c'est quoi un moine, en vérité. Mais ils se comportent comme des moines. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas catholique, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est cette désolation-là. Puis ce que j'ai décrit plus tôt, là, la bonne volonté de transmettre le savoir, mais le sentiment d'une perte colossale et énorme. La deuxième partie, ça se passe plusieurs centaines d'années plus tard. Puis c'est le moment où il y a une sorte de renaissance, il y a une sorte de Galilée qui est envoyé par, je pense, par Rome, mais c'est ça, puis il y a un nouvel empereur, une sorte de César qui veut plus ou moins conquérir les États-Unis pour unifier. Bon, mais essentiellement, il y a une sorte il y a un seigneur de guerre d'une part, un César, puis qui est en train de préparer, c'est ça, ses plans de conquête, et il y a son frère, en vérité, qui est un intellectuel brillant, mais très ambivalent à beaucoup de points de vue. C'est une figure... voilà, peu importe. Là. Il est scientifique, mais il y a autant destructeur que constructeur, essentiellement. Il n'est pas juste positif, là. C'est très fin, très subtil. Puis, il arrive au monastère de Lebowitz parce qu'il veut consulter les documents scientifiques, mais lui trouve que c'est ça. C'est dommage que ce savoir-là soit entre les mains d'arriérés intellectuels, de son point de vue à lui. OK. Puis il veut récupérer les informations, puis bon. Puis il y a toutes sortes de... Mais la deuxième partie, c'est excellent, 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 excellent. Super fin, super subtil. Il se passe des tonnes de trucs hyper nuancés à plein de points de vue. C'est ça. Puis c'est pas juste l'opposition. C'est pas tant que ça sur l'opposition entre le savoir puis la foi, mais il y a de ça, mais c'est plus profond que ça. Puis il faut vraiment le lire pour comprendre de quoi il parle. Où est-ce qu'ils vont en venir avec ça? Mais c'est peut-être plus sur l'idéalisme par opposition au côté... c'est idéalisme versus pour le progrès, l'idée que pour le progrès, la fin justifie les moyens. C'est un petit peu ça. Un petit peu ça. Puis dans la troisième partie, on est encore plusieurs centaines d'années plus tard, puis on est essentiellement revenu à une société technologique, puis on est sur le bord d'une troisième guerre nucléaire, d'une guerre nucléaire, une nouvelle guerre nucléaire, et tout indique que c'est ça. Il est à peu près certain qu'elle va avoir lieu. Puis on suit encore nos moines, mais essentiellement la guerre nucléaire, elle n'est pas évitée, puis ça suit les conséquences de ça, puis bon. C'est très, très bon aussi, la troisième partie, mais je fais un peu une moue parce que, moi, des histoires de la fin du monde, comme on dit, j'en ai un peu ma claque, si on est bien sincère. Puis, même si, en faisant abstraction du fait que c'est pas à mon goût à moi, c'est pas le genre d'histoire que moi, je préfère lire, OK? C'est pas pour ça que je dis que c'est pas un chef-d'œuvre, OK? C'est parce qu'à mon avis, puis quand je dis que c'est pas un chef-d'œuvre, c'est prodigieusement bon, là. OK, c'est vraiment excellent. Ça vaut amplement le temps là, que vous lui accorderez si vous le lisez, ce que je vous recommande vigoureusement. Bon, mais c'est pas un chef-d'œuvre parce que je pense que il y a pas l'unité thématique, en fait. C'est dans la première nouvelle raconte une affaire,
Puis la deuxième a l'air de raconter la même affaire, mais en fait, elle part d'une prémisse pour aller dans une autre direction. Puis la troisième partie, c'est encore plus ça. Dans la première partie, il y a la notion de, c'est ça, de ce qu'on a perdu, mais la vie continue en quelque part. Même sans nous autres, la vie continue. Le cycle des saisons, puis c'est vraiment énormément sur ça, sur le temps passe sur Terre, puis cet aspect-là. Puis le deuxième, c'est un peu plus désabusé comme sentiment. Puis le troisième, c'est carrément désespéré. Hein? Puis le ton est plus... Le ton n'est pas le même aussi. Là. C'est un petit peu plus terre à terre, un peu plus... c'est ça, là. Le niveau de langue n'est pas tout à fait pareil, en tout cas au début. Là. Donc, fait que c'est très, 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 très bon, mais c'est ça. Au début, tu prends le train pour Tombouctou, puis tu te rends compte quand tu arrives à la fin qu'il t'a amené à Zanzibar à la place. Donc, c'est un peu ça. Fait que c'est très, très bon, mais c'est ça. C'est pas un chef-d'œuvre pour une raison formelle, à mon avis, essentiellement. Pour cette raison-là que je viens de dire. Okay. Parce que ça demeure trois trucs collés ensemble qui ont l'air cohérents, mais ultimement, fondamentalement, à mon avis, qu'ils ne sont pas tant que ça. Okay. Ils sont comme peut-être portrait de la psyché de Walter Miller Jr., de son parcours à lui. Puis apparemment, ben c'est ça, quand il a fini, c'est son seul roman qu'il a publié. Et apparemment, quand il l'a publié, il est tombé dans une profonde dépression, s'est mis à plus voir personne, à part sa femme, là, mais répondait pas aux appels de son agent littéraire. Puis s'est suicidé, Walter Miller Jr., 30 ans plus tard. Il s'est suicidé après la mort de son épouse. Puis il a écrit, bon, c'est ça, il était en train d'écrire une suite à Cantique pour Leibowitz. Il l'avait plus ou moins, il l'avait essentiellement fini. Là. Le manuscrit final a été, c'est ça, terminé par quelqu'un, j'oublie qui, là, mais fondamentalement, son livre était pas mal fini. C'est une sorte de suite à Cantique pour Leibowitz. C'est un épisode qui se passe genre entre le deuxième et le troisième chapitre. Là, il rajoute une quatrième section essentiellement au roman. Mais on dit que c'est très bon, mais pas à la hauteur du premier. Puis je parlais d'une question de sensibilité, d'un sentiment, puis tout ça. Puis c'est ça fondamentalement, je pense. J'ai appris que Walter Miller Jr. a fait partie de la campagne d'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était... puis en particulier, il a participé au bombardement de Monte Cassino en 1944. Donc la campagne d'Italie, c'est quand les Alliés, en particulier les Britanniques, les Américains puis le Canada, ben c'est ça, les Alliés tentent de reprendre l'Italie des fascistes. Puis c'est une campagne qui dure plusieurs mois, c'est assez dur. Puis éventuellement, ils arrivent à Monte Cassino, où se trouve à l'époque le plus vieux monastère chrétien au monde. Ça, c'est dans la vraie vie, là. Puis ça date de 500 quelques, là, 520 quelques, je pense que j'ai vu, début 6e siècle. Puis c'est ça, les Américains arrivent à Monte Cassino, devant cette abbaye-là, énorme mur en pierre. Puis les Allemands, les nazis, ont prévenu les autorités internationales qu'ils ne sont pas dans le monastère parce que c'est un monument, c'est un immeuble qui fait partie du patrimoine de l'humanité. Puis même pour les nazis, ça serait aller trop loin de risquer qu'il soit détruit. Du patrimoine de l'humanité, les nazis en ont détruit en masse, en masse, en masse, là. Bon. Mais le fait est que celui-là, ils ne voulaient pas le détruire. Puis ils sont allés se réfugier ailleurs. Ils sont allés se planquer ailleurs pour leur défense.
Puis les Américains le savaient, puis ils ont quand même bombardé et plus ou moins anéanti le monastère de Monte Cassino. Puis Walter Miller Jr., qui a écrit le bouquin, faisait partie des gens qui ont bombardé. Il était dans un des avions qui a bombardé ce monastère-là. Puis apparemment, ben c'est ça ce qu'il décrit, ces histoires de, ces descriptions de paysages désertiques avec des ruines, puis des moines qui se promènent dans les ruines. Il l'a vécu, voyez-vous. Il décrit exactement une scène qu'il a vécue. Un peu, par exemple, comme Tolkien, quand il décrit, je ne me rappelle pas c'est quoi les personnages, mais il y a une séquence, par exemple, où une partie de la confrérie de l'Anneau, là, je pense que c'est Frodon, puis, mais peu importe, ils sont, tu sais, à un moment donné, nos héros dans Le Seigneur des Anneaux se ramassent dans une sorte de marais, puis il y a des cadavres qui flottent sous l'eau, mais qui ont l'air d'être juste endormis, très paisibles. Puis qui sont, parce que ce marais-là, il y a eu une bataille il y a très longtemps dans Le Seigneur des Anneaux, encore une fois. Puis ça, c'est les gens qui sont morts pendant cette bataille-là, les soldats qui sont morts pendant cette bataille-là. Puis Tolkien décrit comment, c'est ça, la mélancolie, puis le sentiment de ça. Ben, c'est parce que Tolkien, il l'a vécu, ça. Il a fait la Première Guerre mondiale. Ce qu'il décrit, c'est ce que lui a vu. Il décrit une scène que lui a vue. Il ne l'a pas poétisé, là, mais le sentiment qui se dégage, c'est le sentiment que lui a ressenti en voyant ça. Il y a d'autres exemples. Okay? Puis Joe Haldeman, qui a écrit, je pense, The Forever War, que je n'ai pas lu, ça a l'air très bon, mais Joe Haldeman disait apparemment que, c'est une citation que j'ai vue en ligne, Walter Miller Jr. souffrait de choc post-traumatique 30 ans avant que ça soit à la mode, essentiellement. 30 ans avant que les gens sachent c'était quoi. Il a porté ça toute sa vie. Puis, c'est de ça que ça parle en bonne partie. La première partie de Cantique pour Leibowitz. Donc, puis ce sentiment-là c'est ça, ambivalent, de dévastation, mais de la vie continue, tout ça, là, puis le profonde mélancolie, bien, le sentiment exact qu'il essaie de transmettre, qui est très profond, mais pour lequel on n'a pas un mot, en vérité, ben ça lui prend 100 pages pour le décrire. Puis ce 100 pages-là, c'est la première nouvelle. Puis pour ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est absolument 100% un chef-d'œuvre, là, la première nouvelle. Donc, c'est ça. Bon, ça vaut la peine de lire le bouquin au complet, mais quand on dit est-ce que c'est un chef-d'œuvre, c'est ça. La première partie en est un. Je vais finir pour Cantique pour Leibowitz parce que ça mentionne aussi le sentiment d'abrutissement collectif. Puis, ça passe souvent comme affreusement réac quand on parle de ces choses-là. Bon, premièrement, déjà, je pense pas qu'on peut dire que c'est pas une sensibilité affreusement réac là-dedans. Pas à mon avis, en tout cas, pas du tout. Puis, ben, ce sentiment-là de qu'est-ce qui arrive quand il y a une vague d'abrutissement collectif là, qui se met en place, ben, on l'a aussi, par exemple, dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est exactement ça que ça décrit, en quelque part, que j'ai toujours pas lu non plus. C'est haut sur ma liste. Mais c'est ça, Fahrenheit 451, c'est une sorte de dystopie, la dystopie confortable du style Brave New World, où tout le monde est heureux, tout va bien, mais tout le monde, il est rendu illégal d'avoir des livres et même de savoir lire, plus ou moins. Là, okay? Puis il y a des gens qui se cachent pour conserver des livres, puis les pompiers sont chargés de les trouver puis de brûler les livres. C'est très, très bon. La prémisse est très forte. Là. Ben, Ray Bradbury a écrit ça dans les années probablement 50.
Ben, puis c'est ça, le sentiment, encore une fois, c'est le genre de dévastation, le sentiment là, de voir qu'il y a un abrutissement collectif qui est en train de se mettre en place. Puis je suis tenté de faire le rapprochement aussi avec, par exemple, Demain les chiens, puis d'autres romans américains de la même époque, où est-ce qu'on commence à voir qu'il y a un sentiment de perte, là, qu'il y a un ancien monde qui est en train d'être détruit puis remplacé par un nouveau monde, puis que c'est loin d'être juste du positif, là. OK. Puis c'est ça. Puis je fais le rapprochement aussi avec Idiocratie, qui raconte une autre version de la même chose. Idiocratie, là, le film des années 2000, je pense, où un gars extrêmement... c'est la quintessence de la médiocrité, le gars le plus moyen, sur toutes les courbes possibles, c'est le gars le plus moyen possible. Ben, il est endormi, puis il se réveille 200 ans dans le futur, puis tout le monde est rendu complètement imbécile. Il va au cinéma, puis le film, c'est une paire de fesses pendant 1h30. Un plan, séquence de une paire de fesses qui pète pendant 1h30. Puis ça a gagné le score du meilleur scénario. Ça, je m'en rappelle. Bon, il décrit ça. Puis, ben, ce sentiment-là d'un abrutissement collectif, ça fait partie peut-être, là, en tout cas, c'est certainement partie de la... Ça fait partie de la prémisse de Cantique pour Leibowitz. Puis, je pense que ça mérite notre attention. OK. Je pense qu'il y a quelque chose là. OK. Parce que je pense que quand on regarde l'évolution dans les 100 dernières années, si on veut, collectivement, il n'est pas présomptueux de conclure qu'il y en a eu un abrutissement. Puis ce que ça indique, tu sais, puis, regarde. Est-ce que c'est bon l'abrutissement ou c'est pas bon? Est-ce qu'on est supposé trouver ça cool ou on n'est pas supposé trouver ça cool? Okay. Est-ce qu'il est préférable pour l'être humain est-ce qu'une joke de pète a la même valeur que Cantique pour Leibowitz? Okay. Puis qu'est-ce qu'on perd collectivement quand on perd ça de vue? C'est important la beauté, c'est important l'effort, c'est important l'honnêteté intellectuelle. Puis c'est ça, l'être humain n'est pas juste un monstre et un primate et soi-disant un loup pour l'homme, c'est aussi une créature qui crée de la beauté puis qui cherche à créer de la beauté. Puis ouais, il y a de la... il y a de la criminalité, ou dans le sens, il y a du mensonge puis tout ça, mais il y a aussi une volonté il y a une candeur dans le cœur humain, puis c'est une bonne chose, là, puis c'est une bonne chose d'aspirer à ça. Puis, c'est les genres de... C'est ça, Cantique pour Leibowitz, ça nous rappelle ça. Pourquoi c'est bon? Pour ça.